Morning sur i24 News en direct depuis Tel Aviv. Merci d'être avec nous. On démarre cette édition par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, bonjour, et on commence ce matin avec les indiscrétions d'un journal israélien qui révèle en partie la teneur de l'accord cadre de John Kerry. Oui, Barbara, et ce journal, c'est précisément le Maariv, le journal de centre-droite israélien, qui sous la plume de son correspondant diplomatique Eli Berdenstein révèle ce matin que l'accord cadre que John Kerry s'apprête à soumettre aux Israéliens et aux Palestiniens, eh bien cet accord cadre devrait comprendre, selon le journal et à la surprise générale, la reconnaissance par les Palestiniens d'Israël en tant qu'État-nation du peuple juif. Alors selon le quotidien, il s'agit sans conteste d'une victoire pour Israël, alors qu'hier encore, sur les ondes de la radio publique palestinienne, eh bien le chef des négociateurs palestinien, Saïb Erekat, affirmait que jamais, au grand jamais, Ramallah ne reconnaîtrait l'État juif. Alors deuxième point révélé par le quotidien, c'est la question des frontières. Selon les termes du document Kerry, nous dit le journal, les pourparlers sur un accord définitif eh bien, seront basés sur le tracé des frontières de 1967 avec des échanges de territoires et devraient prendre en compte les évolutions démographiques intervenues au cours de ces dernières décennies. Mais pour l'instant, indique le journal, rien d'officiel. Netanyahou devra attendre son déplacement à Washington prévu à la fin du mois pour prendre connaissance des termes exacts et précis de ce mémorandum. Alors Netanyahou connaît bien les États-Unis, il connaît moins bien l'Amérique latine. Il s'y rendra, selon la presse israélienne, au mois d'avril. Et oui, c'est une visite rare, Barbara, une visite rare, comme titre ce matin le quotidien proche du pouvoir Israël Hayom, une visite dans un continent qui n'est pas connu, vous le savez, pour sa tendresse diplomatique envers l'État hébreu. Eh bien, Netanyahou se rendra au mois d'avril, nous apprend le journal, au Mexique et en Colombie, deux pays qui, avec le Pérou et le Chili, forment cette alliance du Pacifique, un bloc connu pour ses positions pro-américaines et auprès duquel, nous explique le Israël Hayom, eh bien, l'État hébreu vient d'obtenir le statut d'observateur. Alors, une opportunité diplomatique, certainement, pour Israël, qui cherche à élargir sa base de soutien et à contrecarrer l'influence de l'Iran dans cette région. Pour rappel, le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, avait récemment indiqué que l'Iran avait des bases arrière en Amérique latine. Mais c'est également une opportunité économique, écrit le Israël Hayom, une opportunité économique dans un continent au fort potentiel de développement. Et j'apprends dans le journal ce matin que les 4 États membres de cette alliance pacifique comptent à eux seuls, tenez-vous bien, 35% du PIB de l'Amérique latine. Et on s'arrête ce matin, Cyril, sur les journaux égyptiens également. Depuis sa cellule de prison, le président déchu, Mohamed Morsi, semble avoir perdu tout espoir de retrouver le pouvoir un jour en Égypte. Et oui, vous allez le voir, les autorités égyptiennes qui cherchent visiblement à tuer dans l'œuf toute velléité de la confrérie musulmane en vue du scrutin présidentiel, dont on ne connaît pas encore la date, mais qui devrait intervenir dans le courant du mois d'avril. Pour ce faire, tous les moyens sont bons. Les services de sécurité viennent de remettre au journal, vous le voyez, au journal égyptien Al-Watan, la patrie, des enregistrements sonores d'une conversation privée entre l'ex-président Morsi et son avocat. Des bandes sonores qui en disent long sur les découragements du président déchu. Les manifestations de mes partisans, a-t-il dit, sont inutiles, voire inefficaces. Voilà qui pourrait, Barbara, décourager les manifestants qui s'apprêtaient à en découdre avec les forces de l'ordre dans les prochains mois. Et on termine ce tour d'horizon de la presse du Moyen-Orient par le Liban. Une campagne numérique populaire est adoptée par les politiques. Oui, les Libanais qui sont lassés des attentats à répétition de leur capitale. Alors plutôt que de pester inutilement dans leur coin, eh bien, des citoyens du pays du Cèdre ont décidé fin janvier, vous allez le voir, de lancer une campagne qui invite les internautes du Liban à réaliser des selfies. Les selfies, vous savez, c'est ces photos qu'on se prend soi-même avec le mot-clé « Not a martyr, mouche shahid », je ne suis pas un martyr. Alors sur les réseaux sociaux, ça donne à peu près ça, vous allez le voir. Je veux que ce soit mes talents qui explosent, écrit ce Libanais anonyme sur Instagram. Un autre Libanais, un homme grenouille libanais pourrait-on dire, écrit « Je refuse de vivre dans un pays où l'unique endroit sûr est à 40 mètres en dessous de la surface ». C'est le post, donc c'est posté sur Facebook. Mais la nouveauté, Barbara, que nous révèle ce matin le site d'information libanais Now, c'est que les hommes politiques libanais, eux aussi, se sont joints à la campagne. Les seigneurs du Liban cooptent la campagne
Allemagne. C'est un reportage photo donc à découvrir ce matin sur l'excellent site d'information libanais Now Lebanon. Après des décennies de manipulation, de division politique et de méfiance réciproque, les seigneurs du Liban ont récupéré la campagne numérique pour attirer l'attention sur leurs piètres performances et servir leurs propres intérêts. Alors, on va terminer par ces images. On y découvre l'ancien président Amin Gemayel, Saad Hariri, l'ancien Premier ministre, le chef du Hezbollah également, Hassan Nasrallah, qui recrute, vous allez le voir, son prochain martyr sur Facebook, ou encore son ennemi juré, le cher salafiste Ahmad Hassid, qui brandit une pancarte en interpellant Nasrallah « Je veux que vous soyez le prochain martyr ». Voilà, intéressant. Ça nous vient du Liban. Merci beaucoup, Cyril Amar. À tout à l'heure. 3 Raven Sapir, bonjour, analyste politique i24 News. Bonjour. Alors Cyril vient d'évoquer le document, le fameux accord cadre qui sera donc présenté à Binyamin Netanyahou dans une quinzaine de jours à Washington. Est-ce que les révélations dont a parlé Cyril Dumariv sont vraiment retentissantes ? Pas vraiment, j'aurais tendance à dire que non, puisque ce n'est pas la première fois que des indiscrétions dans la presse israélienne ou internationale nous apprennent qu'effectivement, quelles pourraient être les grandes lignes de cet accord cadre. Alors certains parlent d'accord cadre, d'autres emploient un terme un petit peu moins contraignant, document de compréhension, mémorandum. Donc il y a aussi une évolution dans la terminologie qui indique le fait que, on n'attend pas grand-chose, ni du côté israélien, ni du côté palestinien, ni du côté américain de ce document. La seule chose que l'on attend, et c'est l'objectif de ce document, c'est de prolonger la période de négociation. Vous savez que la période de négociation qui a été impartie par les Américains aux négociateurs israéliens et palestiniens, elle devrait s'achever fin avril. D'ici là, il est probable que rien n'avance véritablement parce que les négociations sont bloquées. Et donc un accord cadre, en tout cas ce document, cette nouvelle feuille de route en quelque sorte présentée par le chef de la diplomatie américaine, permettrait aux uns et aux autres de poursuivre les pourparlers en donnant l'impression que quelque chose a été acquis. Mais ce document, il est d'une portée finalement assez moindre dans la mesure où on sait déjà que les Américains vont permettre aux uns et aux autres, aux Israéliens et aux Palestiniens, de formuler des réserves sur telle ou telle clause de ce document. Il n'engagera pas les Israéliens et les Palestiniens, ce sera une base de négociation. Voilà, et sur les réserves, on peut bien évidemment imaginer que les Palestiniens vont exprimer leurs réserves sur l'exigence qui leur est faite de reconnaître Israël comme État juif, et on peut imaginer que les Israéliens vont exprimer leurs réserves sur l'exigence qui leur est faite de négocier sur la base des frontières de 67, même si ce dont Cyril a parlé tout à l'heure, à savoir la prise en compte des nouvelles données démographiques sur le terrain, ça, c'est une clause qui pourrait peut-être faire plaisir aux dirigeants israéliens. Donc c'est un document qui sera plus facilement acceptable du côté israélien que du côté palestinien. Alors c'est ça, de façon officielle, de procédure même. La grande question, c'est de savoir comment va réagir Binyamin Netanyahou d'un côté, Mahmoud Abbas de l'autre. Ils vont être obligés en quelque sorte d'accepter les grandes lignes pour renégocier ? En fait, on peut dire que John Kerry a pris en compte le fait que l'écart entre les positions des uns et des autres était considérable, qu'on ne pouvait pas le combler dans l'espace de quelques semaines ni de quelques mois, et donc, encore une fois, il va permettre à Mahmoud Abbas, à Binyamin Netanyahou, d'accepter dans les grandes lignes ce document comme base de la nouvelle période de négociation. On parle d'un prolongement d'1 an des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens, mais encore une fois, en laissant aux uns aux autres la possibilité d'exprimer leurs réserves, leurs désaccords en fait, sur une grande partie des clauses de ce document, même s'il va servir probablement d'une base de travail en fait. Voilà, un document non contraignant en tout cas d'après ce qu'on comprend pour le moment. Merci beaucoup de rester avec nous. On parle dans un instant des relations entre Israël et la Turquie. Mais pour l'heure, c'est le rappel des grands titres de ce mardi 11 février. Tout d'abord, sachez que Tsahal a frappé Gaza cette nuit en représailles à 2 tirs de roquettes sur Israël en moins de 24 heures. Le sud d'Israël subit en effet le retour des tirs de missiles constants depuis plus d'1 mois. Et puis en diplomatie, on l'a évoqué, l'accord cadre américain va être présenté à Binyamin Netanyahou. Ce sera dans 2 semaines à la Maison-Blanche, des révélations faites par la presse israélienne ce matin.
Mais avant cela, le président américain recevra un autre invité. François Hollande est arrivé hier soir pour une visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Vol dans Air Force One, honneur militaire fastueux, dîner. Les États-Unis vont couvrir d'attention François Hollande lors du volet washingtonien de cette visite, la première du genre d'un chef d'État français en 18 ans. L'Iran a testé hier avec succès 2 missiles, dont un missile balistique sol-sol de longue portée. Des tirs effectués alors que reprennent la semaine prochaine les négociations autour du programme nucléaire de Téhéran. Le chef de l'équipe de négociateurs iraniens a d'ores et déjà déclaré qu'il ne permettra pas que ces questions soient abordées lors des discussions en vue d'un accord final. Enfin, l'image du jour, c'est Londres menacée par les eaux. 14 alertes aux inondations ont été mises en Angleterre, à l'ouest de la capitale, où se trouve notamment le château de Windsor, qui reste pour l'heure protégé. Des milliers de maisons restent menacées par la montée des eaux de la Tamise. Après 4 ans de rupture totale, les 2 anciens grands alliés du Moyen-Orient seraient proches des retrouvailles. Israël et la Turquie devraient renouer leurs liens diplomatiques. Dror Even Sapir, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, le chef de la diplomatie turque, Ahmet Davutoğlu, qui n'est pas un amoureux d'Israël, c'est le moins qu'on puisse dire, Barbara, a affirmé à la télévision, il y a 2 jours, à la télévision turque, qu'effectivement les 2 pays étaient sur le point de signer un accord de réconciliation qui ouvrira la voie au rétablissement des relations diplomatiques à part entière entre Ankara et Jérusalem, et ce serait ou ce sera, on peut être encore prudent parce qu'on verra tout à l'heure, tout n'est pas encore tout à fait réglé, mais ce sera effectivement l'aboutissement, en tout cas la fin d'une longue période de rupture entre les 2 pays. Il faut remonter à cette fameuse affaire du Mavi Marmara, vous vous en souvenez, c'était le 31 mai 2010, lorsque un bateau affrété par une organisation islamiste turque se dirigeait vers les côtes de la bande de Gaza avec la ferme intention de briser le blocus maritime imposé par l'armée israélienne autour de la bande de Gaza. S'en est suivi des affrontements violents entre les commandos marins israéliens et les militants islamistes, dont certains étaient armés, il faut le rappeler, à bord. 9 morts côté turc, plusieurs blessés. Et le début, encore une fois, donc, d'une longue période de brouille entre Israël et la Turquie, une période qui devrait, encore une fois, toucher à sa fin. Davutoğlu, le chef de la diplomatie turque, l'a dit il y a quelques jours, et ça a été confirmé, pas tout à fait officiellement, mais presque par des officiels israéliens qui se sont exprimés dans la presse barbare. Voilà, des 2 côtés, on confirme donc qu'un accord a été trouvé entre les 2 pays. Quelles seraient les principales clauses de cet accord ? Alors, on va le voir en graphique. En tout cas, vous allez le voir, je ne sais pas si moi je vais le voir parce que l'écran en face de moi ne permet pas de le voir. Mais alors, les clauses. Voilà, il s'agit donc du côté engagement turc, engagement israélien. Du côté israélien, Israël s'engage à verser 20 millions de dollars de dédommagement aux familles des 9 militants islamistes tués au cours des affrontements et également aux blessés. 20 millions, c'est une somme effectivement assez considérable. Et en échange, la Turquie s'engage à 2 choses. La fin des poursuites judiciaires entamées en Turquie contre 4 anciens officiers supérieurs de Tsahal qu'elle considère avoir été impliquée directement dans cette affaire. L'ancien chef d'état-major de Tsahal, le général Gabi Ashkenazi, l'ancien chef des renseignements militaires, le général Amos Yadlin, l'ancien chef de la marine et l'ancien chef des renseignements de la marine militaire. Donc les poursuites seront totalement abandonnées par la justice turque contre ces 4 personnalités militaires, anciennement, puisque la plupart d'entre elles ont quitté les rangs de l'armée. Et puis la Turquie, et on l'a dit, Barbara s'engage, elle, à rétablir pleinement les relations diplomatiques avec Israël, avec à nouveau un échange d'ambassadeurs. Mais il y a un point tout de même qui n'est pas tout à fait réglé, et c'est l'exigence israélienne formulée aux dirigeants turcs d'interdire par la loi, par une loi en Turquie, d'interdire aux familles aux familles des militants islamistes tués au cours de l'assaut du Mavi Marmara, d'entamer des poursuites à titre personnel, à titre privé contre les anciens responsables, les anciens officiers supérieurs de l'armée israélienne impliqués, aussi contre des soldats, des commandos marins qui ont participé à l'assaut. Cette question-là n'est pas encore réglée. Cette affaire-là n'est pas encore réglée.
De l'avis général, il semble tout de même peu probable qu'elle puisse capoter ce processus de réconciliation entre les deux parties, mais tout de même, il y a encore un point qui n'est pas réglé, un point difficile. Alors, et qui sera l'objet de négociations encore. C'est une rupture diplomatique, vous l'avez dit, de 4 ans, une période extrêmement longue. Qu'est-ce qui a permis aujourd'hui de trouver ce compromis ? Oui, vous savez, ça fait maintenant presque un an aussi que Benjamin Netanyahou, sous la pression de Barack Obama, qui était en visite en Israël à l'époque, a présenté ses excuses au téléphone à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Donc une longue période là aussi, depuis la formulation des excuses israéliennes aux responsables turcs. Alors, on peut considérer que la Turquie aujourd'hui est dans une position de faiblesse, à la fois au niveau interne et au niveau géopolitique, au niveau régional. Au niveau interne, le parti au pouvoir, le parti islamique d'Erdogan, va affronter un scrutin électoral, des élections locales en mars prochain, dans un mois, des élections qui auront valeur de test pour le parti islamique dont on dit qu'il est usé par le pouvoir, dont on dit qu'il est victime d'une usure du pouvoir. On lui s'est gré en Turquie d'une réussite dans le domaine économique, mais tout de même plusieurs signes montrent qu'il est encore une fois victime d'une usure du pouvoir. Il y a eu cette affaire de corruption dont on a beaucoup parlé, qui a touché plusieurs proches de Recep Tayyip Erdogan, et puis également des mesures de restriction au niveau notamment de l'Internet, au niveau des libertés en Turquie, qui ne font pas plaisir à une grande partie de l'opinion publique turque, mais qui aussi donnent une très mauvaise image de la Turquie au niveau régional, et notamment auprès de ses alliés occidentaux. Et puis au niveau régional, et je m'arrête là-dessus, la Turquie a perdu un allié important lorsque les frères musulmans ont été chassés du pouvoir en Égypte, et donc peut-être que pour la Turquie, c'est une manière de reprendre. Merci beaucoup, Dror Even Sapir. On se retrouve après un nouveau journal. Merci d'être avec nous. C'est le Morning en direct depuis Tel Aviv et il est l'heure de notre édito du jour signé Boaz Bismuth. Boaz, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez ce matin d'un homme politique israélien haut en couleur. Oui, Avigdor Lieberman, ministre des Affaires étrangères. Alors vous en France, corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est en novembre le nouveau Beaujolais. Alors chez nous, c'est en février qu'on a un nouveau Lieberman. Plutôt, c'est pas exactement en février, ça a commencé déjà il y a quelques mois, dès son retour au ministère des Affaires étrangères. Et on voit par ailleurs qu'il y a déjà des premières conséquences de ce nouveau Lieberman, ô combien pragmatique, beaucoup moins idéologue, mais est-ce qu'il était un jour idéologue? Je ne le pense pas. Enfin, les conséquences, on commence à les voir par cette normalisation, ce retour à la normale entre la Turquie et Israël. Alors parlons un petit peu de Lieberman, le comment et le pourquoi de ce changement. Vous savez, aujourd'hui, le sport national de nos hommes politiques, les importants, les puissants, c'est qui va succéder un jour, peut-être dans 2, dans 5, dans 10, peut-être en 20, au Premier ministre Netanyahou. Alors, comme aujourd'hui, à droite, déjà, le chemin a été pris par Naftali Bennett, Lieberman pense que peut-être lui pourra le faire par la gauche. Déjà, il plaît à la presse israélienne, qui le critique beaucoup moins et qui le caresse, et surtout, par les Américains. Alors, on a vu ce discours vendredi d'Avigdor Lieberman, dans lequel il flattait Kerry, dans lequel il flattait les efforts de paix américain, dans lequel aussi, bien sûr, il parlait d'une possibilité d'un compromis et qu'il était même prêt à abandonner sa maison dans une colonie. Alors, quelque chose qui était inconcevable dans le passé. Alors, je dirais juste une chose, tout ça est très très bien, mais quand même exactement comme le Beaujolais, Avigdor Lieberman aujourd'hui, c'est à consommer avec modération. Vous n'y croyez pas, c'est un maquillage de gauche, comme l'a dit la presse israélienne. C'est pas que je n'y crois pas, je crois au contraire qu'une chose est bonne. C'est-à-dire, moi, et je l'ai dit à plusieurs reprises lorsque vous m'avez invité, gentiment bien sûr, c'est que Israël fait l'erreur d'être celle qui dit toujours non en ce moment. Et ça, je crois que c'est une grande erreur. Et puis tout à coup, alors moi je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir un ministre des Affaires étrangères reçu bientôt à la Maison-Blanche, un ministre des Affaires étrangères qui est devenu complètement social avec l'Union, avec les Européens, qu'avoir un ministre des Affaires étrangères boycotté, comme c'était le cas dans le passé. Persona non grata dans plusieurs pays, c'était Lieberman jusqu'ici. C'était le cas. Maintenant, il faut savoir une chose. Est-ce que Lieberman réellement croit à ce qu'il dit? Alors, il y a quelques mois à peine, en décembre, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois, il y avait le Forum Saban à Washington, dans lequel Lieberman a fait son premier discours, c'était le vendredi, dès l'ouverture du forum, dans lequel il parlait du fait qu'il n'y avait aucune chance à une paix, à un compromis. Alors, est-ce qu'en 3 mois, tout peut tout à coup changer? Non, je dirais que c'est un petit peu le style qui a changé, mais et la forme et pas le fond. Alors, un mot de politique politicienne. Quelles sont ces relations avec Benjamin Netanyahou? Ils sont des alliés politiques, ils ont fait liste commune. Est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde ou est-ce qu'ils sont plus rivaux que jamais?
Alors, je ne pense pas qu'ils vont aller le soir, demain, par exemple, s'ils sont à Paris, ils vont aller prendre un dry martini à Plaza Athénée et dire un à l'autre à quel point ils sont formidables et exceptionnels. Je pense que les hommes politiques, vous savez, c'est toujours des questions, bien sûr, d'intérêt. Il y a bien sûr aussi la question de succession. Une des raisons pour laquelle aussi le parti de Lieberman a rejoint le Likoud, c'était bien sûr pour être le numéro 2 et pour pouvoir le succéder un jour. Je pense que peut-être un des plus grands drames de Netanyahou et peut-être le plus grand paradoxe du Premier ministre israélien, c'est qu'un jour, lorsqu'il se réveille le matin, il regarde à droite, il regarde à gauche, il n'y a personne, mais personne qui le menace. C'est ça aussi le drame peut-être du monde politique israélien aujourd'hui, qu'il n'y a pas aujourd'hui réellement d'alternative à Netanyahou, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est le seul capable. D'un autre côté, Netanyahou est quelqu'un de très très seul. Et lorsqu'il est assis, par exemple, le dimanche, avec ses ministres, lors de la réunion gouvernementale de dimanche, je crois qu'il n'a pas aujourd'hui un réel allié, y compris Lieberman. Est-ce qu'il est populaire, Lieberman? Il a des visées de premier ministrable. Est-ce qu'il va y arriver? Écoutez, Lieberman, c'est assez étonnant. Alors, Lieberman du passé avait beaucoup plus d'électorat, beaucoup plus de soutien populaire, mais beaucoup moins de soutien dans le monde et bien sûr dans la presse. Et aujourd'hui, peut-être il perd un petit peu de voix, de vote et de sympathisants à Bennett. Donc, il a aujourd'hui peut-être moins de sympathie dans la rue, mais plus de sympathie dans les capitales européennes et dans la presse israélienne. Vous voyez comme quoi on ne peut pas tout avoir dans la vie. Merci beaucoup, Boaz. Restez avec nous. Mardi 11 février, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité de cette matinée. Tsahal a frappé Gaza cette nuit en représailles à 2 tirs de roquettes sur Israël en moins de 24 heures. Le sud d'Israël subit en effet le retour des tirs de missiles constants depuis plus d'1 mois. En diplomatie, l'accord cadre américain va être présenté à Binyamin Netanyahou dans 2 semaines à la Maison-Blanche lors d'une visite d'État du Premier ministre israélien. C'est ce que révèle la presse israélienne ce matin. Mais avant cela, le président américain recevra un autre invité. François Hollande est arrivé hier soir pour une visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Vol dans Air Force One, honneur militaire, fastueux dîner. Les États-Unis vont couvrir d'attention François Hollande lors du volet washingtonien de cette visite, la première du genre d'un chef d'État français en 18 ans. Et puis sachez que l'Iran a testé hier avec succès 2 missiles, dont un missile balistique sol-sol de longue portée, des tirs effectués alors que reprennent la semaine prochaine les négociations autour du programme nucléaire de Téhéran. Le chef de l'équipe de négociateurs iraniens a d'ores et déjà déclaré qu'il ne permettra pas que ces questions soient abordées lors des discussions en vue d'un accord final. Enfin, l'image du jour, c'est Londres qui est menacée ce matin par les eaux. 14 alertes aux inondations ont été émises en Angleterre, à l'ouest de la capitale, où se trouve notamment le château de Windsor. Des milliers de maisons restent menacées par la montée des eaux de la Tamise. C'est en célibataire que François Hollande est arrivé hier aux États-Unis pour une visite d'État. La Maison-Blanche s'est retrouvée face à un casse-tête, non pas chinois, mais français, pour un protocole presque inédit, celui d'un single président. Betsa Besselem, bonjour, ça a été compliqué pour la Maison-Blanche. Tout à fait, Barbara. Alors, je vous propose d'abord de remettre cette visite dans son contexte quasi historique. Vous avez dit visite d'État, eh bien cela faisait 18 ans qu'un président français n'avait pas bénéficié de cet honneur. La dernière fois, c'était Jacques Chirac en 1996. Et non, Nicolas Sarkozy en 2007 n'avait reçu que les honneurs d'une visite formelle. Alors, ça n'a rien à voir avec Paris. Une visite d'État, ça n'arrive tout simplement pas souvent. Barack Obama n'avait reçu que 6 chefs d'État de cette façon jusqu'à présent. Je vous propose d'écouter le conservateur de la Maison-Blanche à ce sujet. Les dîners de visite d'État ont eu lieu à des fréquences variées selon les administrations. Il y en a rarement plus de 2 par an. Celle-ci est la première depuis presque 2 ans, donc cela dépend des besoins diplomatiques et de si oui ou non le chef d'État a visité récemment. C'est beaucoup de travail. Non, côté Maison-Blanche, on avait mis les grands plats dans les petits plats, dans les grands, avec notamment 300 invitations imprimées de Sceaux d'or. Le New York Times nous raconte qu'elles ont dû être
Réimprimé, oui, parce que le président français a quelque peu traîné à clarifier sa situation sentimentale, ou en tout cas conjugale. Donc les dites invitations faisaient encore mention de Valérie Trierweiler. Alors voilà pour les invitations, il y a aussi le problème, le casse-tête du plan de table. Comment ça va se passer? Alors bien sûr, puisque la rupture avec Valérie Trierweiler a laissé place à un autre doute. François Hollande viendra-t-il avec sa maîtresse, ou identifiée comme telle, Julie Gaillet? Finalement, la réponse a été négative, mais le suspense a traîné pour chambouler l'organisation. Alors il n'y a pas que les invitations qui ont dû être repensées. Prenez par exemple la traditionnelle visite d'école. Et oui, les épouses des présidents ont l'habitude de visiter une école de Washington avant de boire ensemble un café ou un thé. Ces passages obligés ont dû être annulés. Autre casse-tête, qui va danser avec François Hollande? D'autant que le State Dinner n'a pas été prévu dans la salle de dîner officielle, mais dans une tente spéciale, genre pavillon, de façon à recevoir plus de convives. Alors, pour organiser des divertissements, du coup, problème, fait-on danser les gens encore? Peut-on laisser les invités s'inviter les uns les autres à leur guise, façon la boum, au risque que Hollande se retrouve tout penaud dans son coin? Ou doit-on prévoir qui dansera avec le chef d'État français? Le laisse-t-on inviter Michelle Obama, au risque de faire la une des tabloïds? Voilà, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. On va reparler dans un instant du menu de ce dîner Boaz Bismuth. Ça vous amuse, toutes ces questions ça m'amuse, protocole? je pense que si la France avait un président juif, il n'y aurait pas eu tout ce problème. Il serait venu avec sa maman. Alors, au menu, le plan de table. Le plan de table, on y vient. Alors, bien sûr, une autre question qui va s'asseoir à côté de François Hollande, de quoi vraiment chambouler les plans pour les organisateurs qui sont déjà bien tendus. Je redonne la parole à William Allman, qu'on vient déjà d'écouter. Pour le dîner, ils vont arriver depuis le portique nord. La voiture va arriver sous le portique et le président et la première dame vont l'accueillir. Tout le monde va entrer. Les chefs d'État vont aller à l'étage au-dessus de nous pour discuter au calme. Ensuite, ils vont descendre l'escalier derrière la garde d'honneur et l'orchestre des Marines va jouer. Les invités, eux, vont attendre dans la East Room et ils vont venir ici de manière coordonnée pour dire bonjour. Alors comme vous voyez, il n'y a pas que les organisateurs qui sont tendus, les journalistes ont déjà l'air dépités. Alors la Maison-Blanche qui donc n'a pas indiqué qui prendrait place à droite du président français ou s'assied traditionnellement, du président américain où s'assied traditionnellement la première dame du pays invitée. Alors, un mot du menu de ce dîner. Le menu, vous y tenez, un menu résolument Absolument. américain avec des légumes du jardin de Michelle Obama. Et oui, alors ils ont l'air d'être dans un aquarium, regardez, j'ai pas très bien compris. Voilà. On dirait un petit palmier. Voilà, en tout cas, c'est des légumes du jardin. La présentation est plutôt étrange. Des vins de Virginie et même de la barbe à papa que vous pouvez voir. Pas n'importe laquelle, non, façon île flottante. Alors, plus de détails? Allez, on y va. Alors, cap sur le grand luxe avec du caviar au siètre américain de l'Illinois. Alors, si comme moi, vous êtes une piètre spécialiste du caviar et que vous tapez caviar sur Wikipédia, vous verrez que ce n'est pas le plus cher. Ce sont les plus gros œufs, ce sont le beluga. Alors, l'ossiètre, il vient quand même juste après. Et on poursuit sur ce menu un velouté de pommes de terre avec œufs de caille qui sera suivi de près par une petite salade d'hiver aux donc fameux légumes du jardin que Michelle Obama a plantés. Je ne sais pas si c'est vraiment de ses petites mains, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Bon, mais là on est toujours aux entrées, qu'est-ce qui va suivre? Plat de résistance, alors faux filet de bœuf du Colorado, j'ai cité avec échalote et blettes braisées, et puis glace à la vanille avec mandarine de Floride et ganache au chocolat de Hawaï. On revient aux sources puisque Hawaï c'est là, vous savez, où Obama est né. Alors un menu quand même limite brasserie. Alors, Boaz, en 2014, est-ce que ce genre de visite en célibataire choque encore ou est-ce qu'on n'en est plus là? D'abord, au niveau brasserie, je pense que Valérie peut aller chez Dieppe, chez Brasserie Lippe, et ça sera meilleur. Pour votre question, je veux juste un mot pour ces préparatifs et tout ça. C'est vraiment un casse-tête. Il faut savoir que parfois aussi, ces décisions ou des décisions des invités, parfois peuvent avoir des conséquences presque politiques ou des relations entre des États. Souvenons-nous, par exemple, en 98, Khatami, l'ancien président iranien, arrive à l'Élysée. Donc, visite bien sûr d'État, visite importante, et la France. Mais la France, bien sûr, exige de servir du vin. Sauf que les Iraniens disent non, pas de vin. Les Français disent on est chez nous. Les Iraniens oublient que c'est eux qui écrivaient les plus beaux poèmes sur le vin. Je pense bien sûr bien sûr à l'Iran, à la Perse ancienne.
Et puis finalement, les Français ne cèdent pas et cette visite est un échec. Alors là, j'ai vu le dîner, j'ai vu un petit peu, ça a été très très bien présenté. Je pense qu'Hollande va devenir un grand admirateur de la cuisine américaine. Vous ne prévoyez pas d'échec? Pas Non, sur là, le je pense menu pas. en tout cas. Je pense pas. Là, juste une chose qui est Avec assez qui va drôle. danser François Hollande? Vous savez, de nos jours, aujourd'hui, les jeunes, moi je regarde un petit peu mes enfants, je vois que c'est très très à la mode de danser seul. Donc il n'y a aucun problème. Je pensais qu'il allait dire les hommes peuvent danser avec les hommes aussi. Non mais ça, je pense que ça sera déjà, avec Julie Gaillet, c'est déjà assez. Mais je veux juste dire, c'est déjà assez compliqué. Je veux dire aussi peut-être encore une chose très importante sur cette visite. On a vu bien sûr son arrivée seule et déjà à l'époque, quand ils sont venus aux États-Unis avec Trevailer, on parlait bien sûr de la pas de First Lady, mais de First Girlfriend. Donc les Américains déjà l'ont qualifié First Girlfriend. Donc pour les Américains très conservateurs, c'est très difficile de comprendre. Mais vous savez qu'hier, la presse en France, le même Closer, avait essayé de faire croire qu'aujourd'hui, le Washington Post allait révéler une liaison entre Obama et Beyoncé. Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc on n'aura peut-être pas deux couples, on aura juste un trio, trois ensemble. Et dernière chose, n'oublions pas qu'il y a aussi les Jeux Olympiques de Sochi et voir deux hommes tout seuls, Poutine n'aurait pas accepté. Poutine n'aurait pas aimé. Alors, Betsabe, est-ce que François Hollande, il est populaire aux États-Unis? Ah, bah ça, depuis l'affaire Trierweiler versus Gaillet, pas de doute là-dessus. 3 semaines après sa rupture avec Valérie Trierweiler, Mr. Pudding, comme on l'appelle là-bas, passionne outre-Atlantique. Alors qu'avant, il était, avouons-le, quasiment inconnu sur place. C'est en tout cas ce qu'affirment certains journalistes qui s'amusent à commenter. En fait, la personnalité du président de la République française laisse place à pas mal de perplexité. Il commande des croissants à son garde qu'il a déposé en scooter chez sa petite copine et dans le même temps il envoie des troupes en Afrique, en Centrafrique, au Mali cette année. Sa politique sécuritaire serait même appréciée par les élites américaines qui sont exaspérées par la passivité de Barack Obama face à la crise humanitaire en Syrie. En même temps, Hollande est au plus bas des sondages, le chômage atteint des sommets et seulement 13% des entreprises américaines ayant investi en France en auraient une image positive, selon toujours le Time qui lui est consacré, un portrait cette semaine. Alors pour terminer, le programme de cette journée, Betsabe, pour le président français. Alors le président français, on a dit, aura droit au tapis rouge et à la haie d'honneur. Après, je vous fais un petit backup, après un passage en Virginie dans l'ancienne maison de Thomas Jefferson hier. Thomas Jefferson, vous le savez, c'est le 3e président des États-Unis. Il a dîné avec la directrice... Francophile, c'est pour ça que cette visite a été organisée. Il a dîné avec la directrice générale du FMI, j'ai nommé Christine Lagarde, à la résidence française de Washington. Aujourd'hui, donc, François Hollande sera accueilli par 21 coups de canon à la Maison-Blanche. Entretien ensuite avec son homologue américain et puis conférence de presse conjointe Obama-Hollande, déjeuner avec le vice-président Joe Biden et John Kerry, le secrétaire d'État. Et puis à 15h15, heure locale, dépôt de gerbes devant la tombe du soldat inconnu, ça c'est à Arlington. Plus tard dans l'après-midi, rencontre avec des chefs d'entreprise américains, puis le fameux dîner qui clôturera cette journée d'entretien et donc ces 3 jours de visite qui ont été largement commentés par nous compris. On continuera de commenter, évidemment. Merci beaucoup Betsabe, merci beaucoup Boaz. À suivre, dans le morning, on part à la rencontre d'Otzma. Otzma, c'est une compagnie de sécurité israélienne composée d'anciens généraux de Tzahal. Ils ont formé des forces de police à travers toute l'Europe et ils proposent désormais aux communautés juives des méthodes d'autodéfense. On y revient après un nouveau journal. Merci d'être avec nous. C'est le morning en direct depuis Tel Aviv et on se dirige à présent vers l'autorité palestinienne qui regorge en ce moment de projets. Vous allez le voir, un aéroport international à Jéricho, un port maritime ou même un TGV reliant Gaza à l'Égypte. Cyril Amar, de quoi s'agit-il? Vous savez, les pourparlers, on en parlait ce matin, les pourparlers piétinent entre Israéliens et Palestiniens et pour autant, ça n'a pas empêché le ministre des Transports palestinien, Nabil Dmaidi, d'annoncer des projets pharaoniques, des projets de grande envergure. 3 projets
Au total, il s'agit avant tout, d'abord, comme vous l'avez dit, de construire un nouvel aéroport près de Jéricho, en Cisjordanie, et ensuite de construire des ports dernier cri dans la bande de Gaza, comme vous le voyez sur cette infographie, et puis une ligne de chemin de fer qui relierait la bande de Gaza à l'Égypte. Alors, le ministre Mahdi a annoncé qu'il avait signé un accord de coopération avec les Égyptiens, avec les ingénieurs en aérospatial égyptiens, qui vont apporter leur expertise sur le terrain et qui se rendront, c'est ce que nous apprend donc le ministre, qui se rendront prochainement en Cisjordanie pour un repérage des lieux, pour savoir dans quelle zone c'est sous contrôle palestinien donc sera construit le nouvel aéroport dont on voit les plans là sur cette infographie du site de l'agence de presse palestinienne Mahan. Alors il faut noter, il ne faut pas oublier que l'autorité palestinienne a déjà eu son aéroport. Il était situé à Dahanieh dans la bande de Gaza. Il assurait des lignes entre El Arish, c'est au nord de la péninsule du Sinaï, et la ville d'Amman en Jordanie. Mais lorsque la deuxième intifada est déclenchée en 2001, eh bien Tsahal bombarde cet aéroport et depuis donc l'autorité palestinienne n'existe plus. Voilà, je ne sais pas si on a vu les images. Et à noter également aussi que les Palestiniens possèdent à l'heure actuelle une compagnie aérienne, c'est la Palestinian Airlines, créée en 1995 après les accords d'Oslo, et qui jusqu'en 2001 eh bien, assurait différentes liaisons vers des villes du Proche-Orient mais aussi d'Afrique du Nord. Les vols avaient cessé en 2001 pendant l'intifada, après le déclenchement de l'intifada, et ils ont repris en 2012, donc 11 ans après, et ils assurent donc cette ligne entre El Arish et Amman au prix de nombreuses difficultés, parce que vous savez, on en parlera tout à l'heure certainement avec Maxime, Israël interdit le survol de son espace aérien par la compagnie palestinienne. Alors, on l'a dit, le ministre a également évoqué l'édification d'une ligne de chemin de fer entre la bande de Gaza et l'Égypte, pour la simple et bonne raison que la gare égyptienne, la première gare égyptienne ne se trouve qu'à 70 km de l'enclave palestinienne, donc ce qui pourrait permettre de relier facilement l'enclave palestinienne donc à l'Égypte. Voilà, à condition que cette frontière soit rouverte, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alors évidemment, ces projets posent beaucoup de questions politiques tant qu'il n'y a pas d'accord de paix avec Israël, mais aussi des questions de moyens. Est-ce que l'autorité palestinienne a assez d'argent dans les caisses pour créer ce genre de projet pharaonique ? C'est une bonne question. C'est un mystère. On se demande, puisqu'on sait que l'économie palestinienne est exsangue, que les fonctionnaires palestiniens n'ont pas perçu de salaire depuis des mois. Donc c'est une vraie question. La question financière est une vraie question, mais la question politique, elle est là, elle est bien réelle. Ces projets sont certes pharaoniques, sont de grande envergure, mais ils vont se heurter très certainement aussi à une réalité politique sur le terrain. Vous savez, le Fatah et le Hamas sont engagés dans un processus de réconciliation, mais qui est gelé à l'heure actuelle. Donc on voit mal comment l'autorité palestinienne pourrait déployer son autorité et ses prérogatives dans un territoire qu'elle ne contrôle pas. Et puis, deuxième et dernier élément, c'est aussi les relations exécrables qui existent aujourd'hui entre la direction du Hamas dans l'enclave palestinienne de la bande de Gaza et le nouveau régime égyptien sous le contrôle de l'armée et du général Al-Sisi, du maréchal Al-Sisi, faut-il dire. Voilà, et notre correspondant spécialiste des questions militaires et sécuritaires est avec nous sur le plateau, Maxime Pérez, bonjour. Alors d'un point de vue de sécurité, parlons de cet aéroport international. Est-ce qu'aussi il existe, s'il voit le jour, pour Israël, ça posera un problème de sécurité ? Oui, ça pose un problème de la même façon que ça en a posé à l'époque de l'aéroport Yasser Arafat de Rafah, au sud de la bande de Gaza, qu'Israël avait finalement détruit. La tour de contrôle notamment et les pistes d'atterrissage, les hangars et les terminaux de l'aéroport existent toujours. Ils sont évidemment hors d'usage, mais on peut imaginer qu'Israël est évidemment très vigilant dès lors que il s'agit de la Homeland Security, de la défense de ses frontières, et évidemment l'aspect aérien est une partie importante de ce dispositif de sécurité. Dans un futur État proche comme l'État palestinien, eh bien, Israël redoublera certainement de vigilance. Il faut quand même préciser, dans le seul antécédent que nous ayons, à savoir cet aéroport de Gaza, qu'il a pu voir le jour à la faveur des accords d'Oslo. Il est un petit peu venu récompenser ces accords de paix israélo-palestiniens. Bill Clinton en personne était lui-même venu inaugurer cet aéroport. On peut imaginer que tant qu'il n'y aura pas d'accord politique entre Israéliens et Palestiniens, ce projet restera un plan au fond d'un tiroir.
Pour ce qui est du port maritime, autre projet, dans la bande de Gaza, on sait qu'il y a un blocus sur la bande de Gaza. Est-ce que là aussi Israël permettra que Gaza comme ça ouvre ses frontières maritimes? Là aussi ça paraît compliqué, encore plus du fait que le Hamas, le mouvement islamiste palestinien, est au pouvoir, que ces rapports sont évidemment exécrables avec Israël. Alors il y a eu une amélioration des conditions des pêcheurs palestiniens au cours de l'année écoulée, puisqu'ils ont la possibilité d'aller davantage en profondeur dans les eaux territoriales de Gaza, qui sont néanmoins sous souveraineté sécuritaire israélienne. De là à ouvrir un grand port de pêche aux exportations, voire même aux importations, c'est important évidemment pour l'économie de Gaza, dont on sait à quel point elle souffre depuis que le Hamas est au pouvoir et depuis ce blocus, à la fois côté israélien et égyptien. Mais voilà, néanmoins, c'est un dispositif qui paraît compliqué à mettre en place dans les conditions actuelles. Alors ces projets, Cyril, c'est une façon pour l'autorité palestinienne de faire pression, de crier au monde, nous voulons des infrastructures, aidez-nous à atteindre la paix quelque part. J'allais dire peut-être aussi une manière effectivement d'asseoir l'autorité de l'autorité palestinienne à Ramallah et de montrer à quel point l'autorité palestinienne veut disposer d'infrastructures dignes d'un État-nation, mais également aussi peut-être la volonté politique du ministre des Transports, de faire miroiter aux Gazaouis ou de redonner l'espoir aux Gazaouis pour le jour venu reprendre la main peut-être sur l'enclave palestinienne. On a beaucoup parlé ces derniers temps de Mohamed Dahlan, l'ancien homme fort de Gaza, qui pourrait, au nom de l'autorité palestinienne, reprendre le contrôle de la sécurité de la bande de Gaza. C'est peut-être faut-il voir dans ces déclarations un sens politique. Le mot de la fin pour terminer, parce qu'on doit passer à autre chose. Dans le cas précis de l'aéroport de Cisjordanie, de peut-être Jéricho ou une autre zone qui est en discussion, à l'étude, il faut savoir que ce projet a reçu l'approbation de l'Organisation internationale de l'aviation civile, ce qui peut donner le coup d'envoi, le feu vert à un appel d'offres de donateurs internationaux. Vous savez que depuis des années, l'Europe et même les États-Unis sont engagés dans ce qu'on appelle le State Building Process, à savoir des projets dans lesquels ils investissent massivement, qui créent à la fois de l'emploi et de la croissance dans les territoires palestiniens. Donc il est possible que ce projet puisse obtenir les faveurs des Européens, voire même des Américains. Merci à tous les deux pour l'heure. C'est le rappel des grands titres de cette matinée. Tsahal a frappé à Gaza cette nuit en représailles à 2 tirs de roquettes sur Israël. En 24 heures, le sud d'Israël subit en effet le retour des tirs de missiles constants depuis plus d'un mois. En diplomatie, l'accord cadre américain va être présenté à Binyamin Netanyahou dans 2 semaines à la Maison-Blanche lors d'une visite d'État aux États-Unis. C'est ce que révèle la presse israélienne ce matin. Mais avant cela, le président américain recevra un autre invité. François Hollande est arrivé hier soir pour une visite d'État de 3 jours aux États-Unis. Vol dans Air Force One, honneur militaire, fastueux dîner. Les États-Unis vont couvrir d'attention François Hollande lors du volet washingtonien de cette visite, la première du genre d'un chef d'État français en 18 ans. Et puis sachez que l'Iran a testé hier avec succès 2 missiles, dont un missile balistique sol-sol de longue portée, des tirs effectués alors que reprennent la semaine prochaine les négociations autour du programme nucléaire de Téhéran. Enfin, l'image de ce mardi, c'est Londres, menacée ce matin par les eaux. 14 alertes aux inondations ont été émises en Angleterre, à l'ouest de la capitale, où se trouve notamment le château de Windsor. Des milliers de maisons restent menacées par la montée des eaux de la Tamise. On parle à présent d'un projet, une compagnie de sécurité israélienne, ça s'appelle Otzma et elle propose ses services aux communautés juives de diaspora. Maxime Perez, vous êtes venu nous présenter cette société. Oui, absolument, c'est intéressant. On connaît l'expertise israélienne en matière de sécurité. On sait qu'elle s'exporte depuis des décennies à l'étranger. En l'occurrence, cette organisation Otzma a formé ces 10 dernières années. Elle a été créée au moment de la deuxième intifada, des dizaines de forces de police, de services d'ordre occidentaux. Et aujourd'hui, elle a décidé de proposer ses services aux communautés juives. Ça prouve d'abord qu'en Israël, il y a une sensibilité, évidemment, à ce phénomène dont on parle beaucoup ici. Et ce qui est intéressant aussi dans cette organisation, Otzma, c'est qu'elle compte parmi elles d'anciens nouveaux immigrants. Alors, tous sont évidemment passés par les unités d'élite de l'armée israélienne, mais qu'évidemment, le fait qu'ils aient, pour certains, grandi en Europe ou aux États-Unis, eh bien, évidemment, cela les a renforcés dans cette idée d'apporter cette expertise israélienne en matière de sécurité qui
d'ailleurs ne se limite pas uniquement à la défense de l'individu, c'est quelque chose de complètement institutionnalisé. Alors on va regarder à quoi ça ressemble et on en parle juste après avec le fondateur d'Otzma. C'est le dernier fait marquant d'une parole antisémite qui se libère. Ici, des militants d'extrême droite dans les rues de Paris, en marge d'une manifestation antigouvernementale. Mais le climat anti-juif se caractérise de plus en plus fréquemment par un passage à l'acte, des agressions gratuites, en Australie, en Ukraine et même aux États-Unis où se pratique un jeu pervers, Knockout the Jew, ou comment assommer un juif par surprise et vite s'enfuir pour échapper à la police. C'est pour donner aux victimes le moyen de réagir ou de se défendre que ces instructeurs, passés dans les meilleures unités de l'armée israélienne, proposent depuis peu leur service aux communautés juives. Ces 10 dernières années, l'organisation Otzma a formé de nombreuses forces de police à travers l'Europe. Mais aujourd'hui, ses membres souhaitent répondre à une situation urgente. Nous n'agissons pas au nom du gouvernement israélien et nous ne cherchons absolument pas à interférer dans les affaires intérieures des pays dans lesquels nous sommes sollicités. Mais nous avons une clientèle qui demande notre assistance, à savoir les communautés juives à travers le monde. Et nous leur apportons donc notre expertise. C'est tout ce que nous faisons. Nous leur donnons des outils pour affronter n'importe quel type de situation. Alex Elski est l'un des principaux soutiens de l'organisation Otzma. Cet ancien conseiller de Benjamin Netanyahou travaille aujourd'hui auprès des communautés juives russophones. En Russie et dans les pays d'ex-URSS où le phénomène antisémite est en hausse, il milite pour qu'Otzma s'implante durablement. Nous sommes convaincus que ce genre de séminaire offre une excellente réponse aux besoins des communautés juives. Ici, on ne cherche pas à savoir quel type d'équipement électronique ou de caméra permettrait de mieux sécuriser un lieu communautaire, mais d'apprendre aux gens à identifier ou ressentir un danger et leur montrer comment y faire face. Développer des réflexes d'autodéfense, dompter la peur, voilà ce que tentent d'enseigner les instructeurs d'Otzma à ces jeunes apprentis qui n'ont pour la plupart jamais été confrontés à la violence. C'est le cas de ce jeune franco-israélien qui développe une start-up à Paris. Je me sens, je ne sais pas si je continuerai à porter la kippa dans le métro toujours, parce que si le climat se dégrade, je ferai plus attention. Donc je pense d'où l'importance d'aller à ce genre de cours qu'on nous donne. Parce qu'on ne sait jamais, on peut être attaqué, savoir réagir au bon moment, savoir quoi faire. Otzma se destine aussi bien aux individus qu'aux institutions. En dernier recours, elle apporte aussi son expertise en matière de lutte antiterroriste. David Djaoui, vous êtes le fondateur d'Otzma, merci d'être avec nous. Alors comment est né ce projet? Est-ce que la demande est venue des communautés juives elles-mêmes menacées d'antisémitisme ou c'est vous qui avez proposé vos services? Alors je dois dire qu'il y a bonjour tout d'abord, il y a un double constat qui se fait au niveau du problème de la violence antisémite. Elle vient d'une part des communautés, il est certain, et moi-même en tant qu'Olé Khadash, en tant qu'ancien résident français qui a depuis émigré en Israël, et qui vient avec un certain background, un certain profil en matière de sécurité qui a été vraiment confronté, de par mon expérience personnelle, au phénomène de la violence antisémite, j'ai pu vraiment comprendre à quel point il y avait une lacune. Et lorsque je suis arrivé en Israël et que j'ai fait la connaissance du cofondateur du projet Otzma, M. Boaz Bar, alors on a vraiment pu commencer à réfléchir à ce que l'expérience israélienne en matière d'antiterrorisme et de phénomènes et de travail sécuritaire de façon générale peut apporter à cette lacune assez particulière. Qu'est-ce que vous leur apprenez à ces juifs qui ont peur de se faire agresser dans les rues? Écoutez, le projet que l'on appelle Crisis Management Project se décompose en plusieurs éléments. D'une part, du self-défense dans le sens le plus classique du terme. On leur apprend certaines techniques qui sont facilement adaptables à une situation dans la rue. Mais plus important encore, on leur enseigne du premier secours et de la réaction d'urgence en coopération avec Magen David Adom. Les instructeurs nous suivent dans les différentes formations que l'on donne en Europe et dans le monde. Et surtout, ce que l'on appelle la gestion de crise. La gestion de crise, c'est une série de techniques qui mettent l'accent non pas sur les éléments physiques de la confrontation, mais les éléments psychologiques. Vous avez pu en avoir un exemple dans la vidéo que l'on vient de voir, où on fait travailler les gens, les participants avec les yeux bandés. L'idée étant d'éliminer l'un de leurs sens, celui qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, la vue, et de les aider à développer les autres sens, pour que l'on puisse, Dieu préserve, le jour d'une véritable confrontation, vraiment amener tout notre potentiel
à jouer contre une attaque. Pour finir, vous n'avez pas peur qu'avec ce genre de cours, de méthode, vous allez encourager la violence en quelque sorte? Absolument pas. Notre premier souci lorsque l'on vient donner un enseignement Otzma est d'encourager la neutralisation du danger avant même qu'elle ait lieu. Mon premier conseil, et ce n'est, à la différence de certains autres cours qui existent sur le marché, ce n'est pas simplement un conseil en l'air, c'est quelque chose que l'on pratique de façon active dans les cours, et de savoir comment identifier le danger de loin et s'en éloigner ou s'en protéger avant même que le conflit ait lieu. Merci beaucoup David Djaoui d'être passé nous voir. Merci Maxime Perez. On se retrouve après un nouveau journal. On parlera notamment des Jeux de Sotchi, des compétitions qui battent leur plein. Restez avec nous. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On ouvre une large page sportive à présent avec vous. Valérie Pérez, bonjour. Barbara. Chef de notre service des sports. Et on commence par les Bleus qui ont finalement décroché leur première médaille. C'est vrai, on a attendu longtemps, mais finalement, ça y est. Et oui, Sotchi pour les Français, ça commence enfin. Après quelques jours décevants, Martin Fourcade, 25 ans, offre enfin la première médaille des JO à la France. Et ce n'est pas n'importe quelle médaille, Barbara, puisqu'il s'agit d'une médaille d'or en poursuite en biathlon. Il devance le Tchèque Andrej Moravec, mais dans cette épreuve qui fait 12 km et demi, bien il y a eu une surprise de chef d'ailleurs, puisque le troisième, c'était un autre Français, Guillaume Béatrix, qui ramène donc le bronze. Ça fait 2 médailles pour le prix d'une compète. Alors pour rappel, aux JO de Vancouver, en 2010, la France avait empoché 11 médailles en tout, dont 2 en or. Regardez, à ce stade de la compétition, la France a remporté 2 médailles. À surveiller également les Américains, qui n'ont que 5 médailles à ce stade, alors qu'à Vancouver, eh bien, ils étaient champions de toutes compétitions confondues, puisqu'ils en avaient ramené 37 à la maison. Voilà, le Canada est donc en tête pour le moment, alors autant que le tableau général, que les médailles, les yeux se portent évidemment à Sotchi sur le droit des homosexuels. Oui, c'est vrai, alors on le sait, les JO de Sotchi sont très controversés, mais au-delà des problèmes logistiques et des scandales de corruption évidemment dont vous avez entendu parler, Sotchi c'est aussi un lieu de grande tension sociale. En ce moment, une communauté est dans la ligne de mire du pouvoir russe, ce sont les homosexuels. Mais à force d'essayer de les exclure, Poutine a transformé ces jeux en tribune pour la défense des droits des gays. Peut-être que c'est le contre-effet de celui escompté. Lise Barenbaum nous en dit plus. Regardez le reportage. Il n'y a pas de gays à Sotchi. En tout cas, c'est ce que le maire de la ville se plaît à déclarer dans les médias. En Russie, ce genre de propos ne choque pas l'opinion. L'homosexualité n'est plus considérée comme un crime depuis 1993. Et pourtant, la communauté gay reste dans le collimateur d'un gouvernement qui revendique ouvertement son homophobie. Les JO d'hiver dont Poutine a fait son projet personnel sont le théâtre d'affrontements graves. En juin dernier, le président russe fait passer une loi interdisant la propagande homosexuelle à destination des mineurs. Les étrangers qui se livrent à cette soi-disant propagande risquent une amende de 2 300 €, 15 jours de détention et l'expulsion du pays. Une loi obscure qui masque à peine le bras de fer qui oppose l'État russe à la communauté gay. En gros, ce que le Parlement russe a dit, c'est que si vous êtes perçu comme étant gay ou si l'on pense que vous faites des choses de gay, eh bien vous irez en prison. Depuis le vote de cette loi, les homosexuels russes font face à une véritable flambée de violence. Selon une récente étude de l'université d'Harvard, les gays sont battus, violés et assassinés en Russie. 77% des homosexuels russes déclarent qu'ils n'ont aucune confiance dans la police de leur pays. Les JO d'hiver cristallisent cette situation de tension sociale extrême. Et même si de grands responsables politiques condamnent la politique discriminatoire de la Russie, Poutine ne lâche rien. Nous devons tous élever nos voix contre les attaques à l'encontre des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des personnes transgenres. Nous devons nous opposer à l'arrestation, l'emprisonnement et aux restrictions discriminatoires auxquelles ils sont confrontés. Pour enrayer cette chasse aux sorcières, 52 champions olympiques ont lancé un appel dans un journal anglais afin de faire abroger la loi. Même initiative de la part de 200 écrivains de renommée mondiale, dont Salman Rushdie et Jonathan Franzen. Mais à vouloir interdire à tout prix la dite propagande homosexuelle, Poutine a fait de ces Jeux une tribune mondiale pour la défense des droits LGBT. C'est Google qui ouvre les festivités en affichant le drapeau gay sur sa page d'accueil. La chaîne anglaise Channel 4 a mis en ligne une vidéo parodique. Pareil pour l'Institut canadien pour la diversité qui publie une vidéo mettant en scène 2 sportifs sur une piste de bobsleigh dans un corps à corps très suggestif. La photo des sportifs allemands habillés aux couleurs du drapeau gay a aussi fait parler d'elle. L'association All Out a mobilisé des manifestations dans 19 villes à travers le monde, de New York à Melbourne, notamment à Paris où les activistes dénoncent l'inaction des grands sponsors.
En Russie, veulent censurer tout geste positif ou tout propos positif qui serait considéré comme de la propagande de relations non traditionnelles. Comme aucun de ces termes n'a été défini, c'est un outil d'oppression pour les Russes gays et lesbiennes et les associations, bien entendu. Du côté des hommes politiques, certains grands chefs d'État ont choisi de ne pas se rendre à Sotchi. C'est le cas de David Cameron, François Hollande et Barack Obama. Le président américain a également décidé d'envoyer des icônes de la lutte pour les droits homosexuels, le skateur Brian Boitano et la hockeyeuse Caitlin Carhow. Boycott ou simple provocation? Une façon de détendre un peu l'atmosphère. Récemment, Poutine a fait un amalgame douteux entre homosexualité et pédophilie, rappelant que sa loi ne s'adresse qu'aux homosexuels qui encouragent les mineurs à les imiter. En Russie, la ségrégation continue puisque les députés s'apprêtent à débattre d'une nouvelle loi anti-gay qui retirera leurs droits parentaux aux homosexuels. Alors Valérie, l'homophobie, c'est pas le seul scandale des Jeux de Sotchi. Oui, vous avez raison. La corruption d'abord avec des Jeux qui ont coûté presque 40 milliards d'euros et on l'a vu sur Twitter à Sotchi. Rien n'était prêt pour les Jeux. Les journalistes, quand ils sont arrivés, ils ont vécu des conditions horribles, parfois sans eau potable, dans des hôtels qui étaient encore en travaux. Alors où est passé l'argent? Parfois ce sont des promoteurs immobiliers qui sont partis avec la caisse ou bien des entreprises dirigées par des personnes proches du pouvoir qui ont détourné les fonds. Alors là, vous le voyez, ce sont les deux Français qui ont remporté la médaille hier et qui ont beaucoup le sens de l'humour parce qu'ils ont posé sur ces fameux WC doubles qui ont fait le tour du net, parce que vous savez que là-bas en Suisse c'est culturel, on va aux toilettes en Russie. Je pense pas qu'il y ait des WC doubles. Je pense pas. En Russie en tout cas c'est culturel, on va aux toilettes ensemble. Je vois Rudy rigoler. On en a beaucoup parlé ici sur le tableau, sur le plateau du Morning, de ces doubles toilettes. Et puis alors on parlait donc des homosexuels, on a parlé de la corruption, la surveillance aussi, la sécurité. Barbara, Sotchi qui était une petite station balnéaire qui s'est transformée en camp retranché après les attentats de Volgograd en décembre. Poutine a convoqué la police et l'armée pour surveiller tout le monde. Du coup, une ambiance un peu tendue, des caméras partout, mais les gens sont plutôt rassurés. Voilà, des caméras même dans les salles de bain. On en avait parlé hier. Il faut faire très attention. Un mot du tableau du jour. Qu'est-ce qui nous attend? Regardez justement ce que je vous ai préparé, le programme de la journée. Beaucoup de compétitions. Ça va être une journée très chargée pour les journalistes à Sotchi. Il y en a des choses, du curling, du hockey sur glace, du patinage artistique, du patinage de vitesse, du saut à ski, du ski de fond, du freestyle et du snowboard. Une journée à suivre avec beaucoup d'intérêt. Et on termine par la délégation israélienne. Ils ne sont pas nombreux, 5 athlètes en tout, et vous vous êtes entretenu avec l'un d'entre eux. Virgile Van de Poet, il est belge, et donc c'est un jeune skieur alpin de 19 ans d'origine belge. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec lui par Skype. Il ne parle pas hébreu, il n'a jamais vécu en Israël, mais il est tellement fier de porter ce drapeau israélien. Regardez, écoutez. Mais ma mère donc, est née à Tel Aviv, elle a vécu 2 ans là-bas, et puis elle a déménagé en Belgique. Et puis elle est revenue en fait faire ses études en Israël. Donc moi j'ai eu la double nationalité. J'ai commencé tout d'abord en courant pour la Belgique parce que tout simplement je ne me doutais pas du tout qu'il y avait une délégation israélienne en ski. Donc j'ai commencé à courir pour la Belgique et puis un ancien coach qui m'a entraîné pendant 4 ans m'a dit que lui il avait couru avec des coureurs israéliens. Ouais. Et donc je me suis directement renseigné sur internet, j'ai contacté le président de la fédération et ça s'est fait directement et j'ai pu changer de fédération. Donc d'abord, on a commencé à défiler, ce qu'ils appelaient juste un warm-up, où il y avait quelques volontaires qui faisaient comme si c'était le public, qui criaient nos noms et tout. Donc on devait remuer les drapeaux, enfin c'était vraiment bien. Et puis on a dû attendre quand même beaucoup de temps dans les coulisses, le temps que ça soit notre tour. Mais nous, on avait la chance en fait de voir un peu le stade. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'ambiance. Et ce qu'on peut voir à la télé, ça reflète pas vraiment la réalité, parce que dans le stade, il y a vraiment beaucoup de musique, tous les gens crient, alors qu'à la télé, ces bruits sont un peu atténués. Et puis quand on arrivait, donc un peu dans le brouillard. Et puis après, on était sur les feux des projecteurs, tout le monde qui criait, il y avait la musique. Et, enfin, vraiment un des meilleurs moments de ma vie, je crois. Voilà pour le skieur israélien, Rudy. Oui, non, je disais heureusement qu'on a des grands professionnels belges en Israël. Voilà, c'est ça. Au moins, les couleurs du ski sont défendues. Ouais, évidemment. Merci beaucoup, Valérie Pérez. Restez avec nous parce que pour l'heure, on passe à l'actualité sur Internet. C'est la revue du web. Et on commence évidemment, on ne peut pas faire autrement aujourd'hui, par cette folle rumeur sur le web hier.
Ouais, elle a fait pchit, évidemment, mais Barack Obama et Beyoncé auraient une liaison et le Washington Post se préparait à l'annoncer. C'est en substance la déclaration de Pascal Rostin au micro d'Europe 1. Hier, ça a mis le feu aux poudres, a fait partir une rumeur qui a mis quelques minutes à enflammer le web francophone. On ne parlait que de ça hier après-midi sur Twitter et même sur les journaux en ligne. La Maison-Blanche n'a pas commenté la rumeur et Pascal Rostin, le paparazzi qui a fait cette annonce, a lui-même déclaré qu'il s'agissait d'une blague ou plutôt d'un moyen de tester le sérieux du monde journalistique d'aujourd'hui. Alors la rumeur folle a donc fait pchit, je vous le disais, et on va essayer de voir pourquoi elle a autant secoué les réseaux sociaux hier. Alors déjà, la déclaration vient de Pascal Rostin, qui est un paparazzi qui avait révélé l'affaire Hollande-Gaillet il y a quelques jours, et aussi l'affaire Mazarine sous François Mitterrand. Donc, on va dire un pro du scoop. Et puis une rumeur, ça se nourrit surtout du contexte. Et le contexte y était déjà. Il y a l'épisode du selfie aux obsèques de Mandela, où on voyait Michel montrer son mécontentement face à la complicité de Barack Obama et de la première ministre danoise. Et il y a 5 jours, il y a un tabloïd pas du tout réputé pour son sérieux qui s'appelle le National Enquirer. Il parlait même de divorce en cours à la Maison-Blanche. Et puis troisième élément, dans ce contexte, la résonance avec l'affaire Gaillet-Hollande. Évidemment, et Hollande qui est en visite aux États-Unis, donc voilà, ça collait bien. En quoi Internet amplifie les rumeurs, Rudy ? Le mot rumeur en fait vient de rumor en latin et ça signifie bruit qui court, bruit vague, et courir c'est bel et bien ce que fait Internet, c'est-à-dire aller carrément à l'immédiateté, au-delà même des frontières physiques. C'est-à-dire que pour propager une rumeur à l'époque, il fallait se parler d'humain à humain, puis les médias ont accéléré le processus et enfin Internet l'a rendu quasi instantané. Et la rumeur se propage. Et surtout, les internautes, elle se propage parce que les internautes tentent de vérifier entre eux la véracité de cette rumeur. Vous le voyez sur ce tweet, c'est ça qui fait gonfler la rumeur. On se demande est-ce que c'est vrai, et c'est là qu'interviennent les médias traditionnels pour confirmer ou non. Ils continuent en fait de jouer un rôle de référent dans l'inconscient collectif et c'est bien ça que déplore ce matin Pascal Rostin. C'est-à-dire que les médias doivent croiser les sources pour publier une info et là, hier, dans la journée, ça s'est tellement emballé que tout le monde l'a fait sans aucune précaution. Vous le voyez sur ce tweet, où va ce métier ? C'est la réaction accablée après son joke sur cette love affaire bidon comme il est écrit. Donc la rumeur, elle n'a pas fonctionné aux États-Unis, uniquement sur le Twitter francophone et désormais ce matin, ce sont les Américains qui se moquent des Français, internautes et presse confondus. Obama et Beyoncé, on aurait pu y croire, ça vous plaît comme couple ? On aurait pu y croire, mais c'est vrai que c'est tellement ridicule. Déjà, cette affaire de Hollande et Trierweiler, cette arrivée en célibataire là-bas, que là, je dois dire, ça aurait été peut-être un petit peu trop. Voilà, ça aurait été le pompon. Rudy, on va parler de Google à présent et de justice avec un internaute condamné, attention, pour avoir trop bien cherché. Exactement. Après avoir trop bien utilisé Google, c'est ce qui est reproché à Olivier Laurelli, alias Bluetooth. C'est un journaliste, hacker, blogueur. Il a été condamné à 3 000 € d'amende pour avoir téléchargé des documents non protégés qu'il avait trouvés via Google. Il tombe par hasard sur un serveur extranet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et d'alimentation et de l'environnement. Et donc voilà, c'est utilisé par les chercheurs pour stocker et échanger des documents de travail, mais ce n'était pas protégé. Il a eu accès à ces données et elles étaient donc en libre accès. Il télécharge 8000 de ces documents internes et qui évoquent des sujets de santé publique. Et le blogueur a donc d'abord été relaxé dans son procès de première instance. Les juges ont évidemment considéré qu'il n'y avait pas de piratage pour accéder aux documents. Mais le parquet a fait appel et donc condamné cet homme pour avoir eu accès à des documents légalement protégés. Le feuilleton n'est pas terminé, l'avocat a se pourvoit en cassation. Et donc, en fait, si le jugement était confirmé, ça voudrait dire qu'un journaliste pourrait être condamné pour avoir téléchargé un document publiquement disponible. Il faut faire attention, dossier sensible. On reparle de ce cadeau d'anniversaire qu'a offert Facebook à ses utilisateurs pour ses 10 ans. Vous l'avez fait, Barbara, Valérie ? Moi, je l'ai fait. Vous avez remarqué le formidable. le petit film qui revient sur sa vie comme ça. Ouais, c'est sympa. Impossible d'y échapper. Une fois de plus, cette opération de communication complètement réussie par Facebook pour ses 10 ans. Tout le monde a proposé son petit film avec donc votre histoire personnelle générée par Facebook. Impossible d'y échapper. Et cela a inspiré les internautes et les agences de com. Une vidéo fait le buzz ce matin. Elle retrace à la manière des 10 ans de Facebook l'histoire de l'État d'Israël et elle est signée de Jérusalem You. C'est une ONG. On regarde.
Israël en quelques secondes et en quelques images. Et on termine avec un autre clip qui concerne lui aussi Israël. Oui, alors on se souvient donc du fameux clip de Pharrell Williams, Happy, qui avait été repris par des jeunes Tunisiens. Je vous l'ai montré il y a quelques semaines. Et bien là, c'est le tour des habitants de Tel Aviv de s'y mettre. Vous allez découvrir Tel Aviv avec ses habitants qui chantent Happy. Je pense que c'est parfait pour commencer la journée. Voilà, on va se quitter là-dessus. Merci Rudy, merci beaucoup Valérie. On se quitte en musique Happy version Tel Aviv. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. À demain. By the